Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Data Value Consulting autour de la thématique Cloud, Game Changer de votre projet Big Data. Alors je suis Benoît Petitpas, je suis directeur Big Data chez Data Value Consulting et je suis avec Jawer Kasraoui. Bonjour, donc Jawer Kasraoui, je suis directeur technique chez Data Value Consulting et je m'occupe de l'offre cloud et sécurité. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de en quoi le cloud change un petit peu l'optique Big Data aujourd'hui. Et pour cela, on va commencer par un constat sur notamment la cherté du Big Data. Dans un deuxième temps, on va essayer de voir en quoi le cloud et surtout les offres PaaS changent un petit peu la manière de voir la cherté du Big Data. Ensuite, on va essayer de réfléchir à quel ROI on peut attendre demain du cloud pour du Big Data. Et enfin, comment bien réussir sa migration du Big Data vers le cloud. Donc, dans un premier temps, on va, le constat, le Big Data, c'est cher. En fait, le Big Data, si tout le monde s'est mis à en faire, c'est pas juste parce qu'on a envie de dépenser de l'argent, mais c'est parce que il y a une vraie valeur qui a été démontrée. On part d'un constat, on imagine, et ça paraît une évidence, que si on met les données en commun, si on a une facilité à mettre les données en commun, on aura une capacité à étendre de la valeur de ces données. C'était l'optique qui prévalait dans les data warehouse. L'idée du big data était de faciliter cette mise en commun des différentes données. De la même manière, cette mise en commun de plein de données différentes, hétérogènes, volumineuses, pouvait permettre de donner des résultats de data science extrêmement puissants et de pouvoir acquérir de nouveaux leviers de croissance pour une entreprise, et voire même de pouvoir se battre non pas sur un simple étude de marché standard, mais sur les signaux faibles, sur une compréhension plus grande des clients, etc. Toute cette data science qui aujourd'hui a démontré sa valeur, que ce soit par des POC, par des POV ou par des projets de data science. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Depuis 5 ans, il y en a eu de nombreux qui ont été mis en prod, et on voit bien que cette valeur, elle a été démontrée. Maintenant, malgré l'utilisation de produits open source, le big data, comme son nom l'indique, nécessite de pouvoir stocker et traiter des gros volumes de données, ce qui implique un setup cost, donc le coût initial d'entrée, le ticket d'entrée, est extrêmement cher sur du on-premise. De la même manière, Hortonworks aujourd'hui, même s'il n'a pas de coût de licence, au-delà du fait qu'il est en train de dépérir, est aussi avec une complexité élevée de mise en prod et de mise en place. Il y a eu de nombreuses instabilités. Je pense que tous les gens qui ont essayé ou qui ont mis en prod du big data l'ont rarement fait avec aisance. De la même manière, à cause de ça, de nombreuses mises en prod n'ont pas encore été faites ou carrément ont été abandonnées. Disant ça va être trop compliqué, on va se limiter à des phases pilotes ou à un data lab, etc. Et on ne bascule pas sur du big data en production. De la même manière, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des data lakes, donc avec des coûts mutualisés, fait qu'il est extrêmement compliqué de déterminer réellement la ROI d'un projet data lake ou big data. Et en réalité, si on considère un setup cost de base, comme j'aime à dire, prenons un cas simple. Je veux 10 data nodes de calcul. 10 data nodes de calcul, entendons-nous bien, on ne prend pas en compte toutes les données de l'entreprise, à part si on ne met que des HPC, mais en règle générale, on ne prend pas toutes les données de l'entreprise. 10 serveurs, ça c'est uniquement pour mes data nodes. Il va m'en falloir à peu près 10 pour gérer tous les services annexes. Les bases de données de stockage des métadonnées, les edge nodes, les master nodes, tous les nodes dont on va avoir besoin pour la gestion de ces 10 data nodes, il y en a globalement 10. Alors c'est vrai que si on passe à 40 data nodes, on n'a toujours que 10 data nodes, mais prenons 10 data nodes, ce qui est un peu une offre de base, c'est pas une offre premium. On est à 20 nœuds. On va vouloir 3 environnements, ça fait 60 nœuds. Si je prends des machines à 10 000 euros, alors ça commence à être des machines un peu trapues, on est d'accord. Mais si je prends des machines à 10 000 euros, ça fait 600 000 euros le coût matériel. Juste le coût matériel. Donc même si je le déploie sur un certain nombre de cas d'usage, il va falloir que je mesure tous mes coûts et que je les compare à la valeur apportée par les cas d'usage pour démontrer que la ROI du big data est positive. Et clairement aujourd'hui, dans la plupart des cas,
Cet ROI n'est pas à démontrer. Alors en quoi le cloud il résout ce problème en réalité ? Eh bien, si on prend un petit peu les différentes étapes, ou en tout cas l'historique. Quand on fait un projet on-premise, on va avoir le coût d'achat des serveurs, on va devoir les mettre en place, on va devoir les sécuriser, on va devoir les installer, on va devoir les exploiter, on va devoir les maintenir. Si on met une stack Hortonworks, il va falloir la paramétrer, il va falloir la maintenir, il va falloir l'exploiter. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on a fait toute l'architecture, on a déjà dépensé beaucoup d'argent, soyons bien clairs, et bien c'est à ce moment-là que je peux enfin me permettre de développer des cas d'usage, faire un coup de TMA standard, de run, le build and run traditionnel d'un applicatif. Et c'est là où ma valeur, elle commence à augmenter. Donc je dois d'abord investir énormément en espérant commencer à récupérer du revenu. Alors la première idée qui va nous paraître évidente, c'est de dire ces 600 000 euros là, je ne les paye pas, et je passe sur des infrastructures cloud, donc du IaaS, infrastructure as a service. Donc effectivement, je n'ai pas ce coût d'entrée des serveurs, par contre j'ai tous les autres coûts. À la place d'avoir un coût d'achat, j'ai un coût de location, mais par contre, le coût de sécurité, d'installation, de maintenance, d'exploitation, etc., je vais globalement avoir les mêmes. Moins d'exploitation certes, mais je vais quand même avoir les mêmes. Donc ça ne résout pas complètement les problèmes. On se retrouve sur un calcul, on va dire une équation assez simple, le coût d'achat et de durée de vie avec le coût de run, le coût de maintenance, d'exploitation de ces serveurs, modulo le coût de location. Et là, je regarde si c'est positif ou négatif et est-ce que je dois basculer dans le cloud. Si on part sur une optique PaaS, c'est complètement différent. Je ne loue pas du serveur, je loue du service. Donc je loue la capacité à stocker, je loue la capacité à traiter les données, je loue la capacité à sécuriser, etc. Enfin, on est vraiment sur une offre à la carte. Ce qui va permettre, en fait, si on résume bien, à part un coût de location de service, et là derrière je mets tout ce que je veux derrière cette location de service, en fait j'ai qu'un coût de développement et de run de mon applicatif. Donc si je pars sur une optique PaaS, je me concentre uniquement dans le développement des cas d'usage métiers. Ce qui veut dire que les ressources entreprises ne sont pas déployées à acheter, gérer et mettre en place une grosse infrastructure où enfin on pourra faire du cas d'usage, mais je me concentre sur le cas d'usage. Et ça, clairement aujourd'hui, ça change complètement le paradigme de l'utilisation de la donnée. Et en ça, d'un point de vue Big Data, ça implique qu'on peut commencer à faire du cas d'usage Big Data très rapidement, sans avoir toute cette phase amont qui peut parfois durer des années de mise en production d'un cluster Big Data, ce qui peut parfois être très complexe. De la même manière, on a une capacité à moduler la donnée. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes quand on multiplie les types de services de stockage et de traitement de la donnée, c'est qu'on se retrouve dans l'obligation de faire du transfert et de la transformation de données. Tout le temps. Ma donnée Oracle, il va falloir que je la transforme, que je la transforme je l'exporte en CSV, que je la transfère ensuite via FTP dans un Edge Node qui ensuite pourra être transféré dans du HDFS. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de ressources de compute, ça prend beaucoup de ressources réseau, enfin bref, ça coûte très cher. Or aujourd'hui sur le cloud, on a la capacité à stocker ces données dans du stockage objet. Et le stockage objet aujourd'hui, il sera exploité comme on en a envie. Le stockage objet, je peux très bien aller le manipuler avec du SQL standard dans une base de données relationnelle et la même donnée, aller l'exploiter dans du distribué. Et ça, en réalité, ça change aussi complètement, fondamentalement, une vision d'un SI. Je ne suis plus en train de dire j'ai mon bloc prod, j'ai mon bloc décisionnel BI, j'ai mon bloc Big Data. On a plus ça, on floute toutes ces aujourd'hui ces frontières qui sont très hermétiques et qui nécessitent toujours une phase de transformation et de transfert de données. Et ça permet de donner à la donnée de la valeur de manière différente et beaucoup plus rapide. Donc encore une fois, au lieu de penser stockage, je pense exploitation de cette donnée. Donc c'est là où le cloud, c'est un vrai game changer du big data, mais même en règle générale,
de la donnée. Effectivement, Benoît, le cloud, c'est un game changer de la valorisation de la data. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est que habituellement, on-premise, et comme tu l'as bien précisé, mettre en place un cluster à 10 ou 20 nodes, comme tu viens de l'expliquer, c'est fastidieux. Par contre, tu as le contrôle. Tu maîtrises. C'est toi qui as choisi tes solutions. C'est toi qui as choisi la façon avec laquelle tu vas configurer ta plateforme. Donc, on a cet avantage-là, quand on est on-premise, d'avoir le contrôle sur ce qu'on met en place, d'avoir cette indépendance des fournisseurs des différents services cloud, de telle sorte que je sais ce que je mets en place, je sais comment je vais l'administrer, comment je vais l'exploiter. Je contrôle les niveaux de sécurité que je vais mettre en place au niveau de ma plateforme. Je suis aussi le responsable le choix du panel technologique sur lequel je vais baser ma solution qui va répondre à mes besoins selon ma vision. Et bien sûr, je dispose de compétences. C'est ça les avantages d'être l'on-premise. Il ne faut pas oublier un truc qui est aussi ce qu'on appelle la souveraineté de données. Ça veut dire que dans le cas où je suis sur une architecture on-premise, c'est moi qui définis où est-ce que je vais stocker ma data, dans quelle région, dans quel fournisseur potentiellement local, tout en respectant certaines règles législatives ou bien administratives au niveau du territoire. Entre autres, par contre, de l'autre côté, ça veut dire que si je me projette vers une solution Big Data Cloud, j'ai ce gain plutôt au niveau coût. Comme tu viens de le dire, 600 000 € à investir sur une plateforme, je crois, et tu me corriges si je me trompe, je crois qu'on peut partir sur de la prod rapidement avec ça. Cette notion de coût vient principalement de, tout d'abord, le fait que je n'ai pas d'investissement initial à faire sur l'infrastructure, mais plutôt, je vais potentiellement travailler sur un cas d'usage qui nécessite une architecture technique simple. Je peux la monter, je peux tester, je peux valider que mon cas d'usage répond bien à mes besoins. Et ça m'apporte une agilité au niveau de répondre à mes besoins métiers. Ça m'apporte une flexibilité quant à l'adaptabilité de ma plateforme par rapport à la charge qui va potentiellement augmenter. Je démarre petit, mais j'ai la capacité, via ce que m'offre le cloud en termes de scalabilité, de pouvoir adapter ma plateforme en fonction de la montée en charge et de la croissance de ma volumétrie. Cette croissance de volumétrie ne serait plus un obstacle parce qu'on-premise, c'est une stratégie d'acquisition de baies de stockage. C'est être proactif et prévoir une croissance sur 2, 3, peut-être 5 ans. C'est des budgets à allouer. Dans le cloud, c'est du stockage illimité à la consommation. D'accord ? Donc ça, c'est des avantages qu'on peut avoir. Aussi, il faut prendre en considération le fait que si je pars vers le cloud, je vais profiter de ce que les fournisseurs cloud ont investi en termes de sécurisation de leur plateforme. Et ça, c'est un point très très important parce que je peux concevoir, moi, une architecture sécurisée on-premise. Mais à quel coût ? C'est ça le plus important. Et en plus, il faut faire attention parce que si je suis dans le cloud, c'est vrai que la plateforme elle sera sécurisée, mais il y a quand même une part de responsabilité de moi en tant que client à faire du paramétrage, à appliquer les bonnes pratiques. Il ne faut pas dire que oui, c'est sécurisé, point à la ligne. Non, il y a quand même du travail, il y a de la conformité à aller chercher, mettre en place au niveau des différentes plateformes. Le cloud va m'apporter aussi cette mobilité. C'est-à-dire, ma plateforme, je peux, moi, la construire d'une manière distribuée au niveau que ce soit national ou bien international. J'ai des utilisateurs aux États-Unis, j'ai des utilisateurs en Asie, en Afrique. Pourquoi pas, je ne déploie pas une architecture distribuée de telle sorte que je rapproche mon workload par rapport à ces utilisateurs finaux. Et ça réduit la latence et ça augmente la satisfaction de mes clients. Je suis aussi capable, avec ce que m'offre le cloud et principalement le PaaS, Platform as a Service, de tester des trucs rapidement, prendre une décision. Donc, ce qui fait que je suis agile. Donc, je suis capable de adapter mon cycle de développement pro logiciel en fonction des besoins rapidement. Et aussi, ça va me permettre
de réduire mon time to market. Je suis capable de tester rapidement, avoir le retour sur investissement sur un développement et prendre la décision d'aller vers l'avant ou bien d'arrêter. On ne peut pas faire ça, acheter, investir sur l'acquisition pour tester. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où j'ai cet avantage-là. Et ça rentre bien dans une démarche agile où on a toujours, peu importe l'argent qu'on a investi, il faut savoir qu'est-ce qu'il me reste à investir et quel gain je peux estimer. Donc cette ROI, de par le fait, comme tu le dis très bien, que j'ai pas fait d'investissement de départ, on se focalise vraiment sur le ROI du cas d'usage et donc on peut faire un stop en disant non. En fait, on a testé et la mise en prod va nous coûter tant, ça va nous rapporter tant, ça ne valide pas, on s'arrête. Exactement. Et les coûts d'invest sont moindres. Sont moindres et en fait, on revient tous à ce qu'on a mis tout au haut, ça veut dire que le cloud, il y a un avantage coût. Cet avantage coût vient du fait que on a cette capacité de savoir dire on arrête quand on a besoin. On a cette capacité de ajuster la plateforme en termes de scalabilité, en termes de disponibilité, en fonction du cas d'usage et non pas créer une usine à gaz pour des besoins peut-être qui ont des SLA différents, des niveaux de service différents. Ça, c'est un vrai souci quand on fait du on-prem et surtout dans un but data lake où on partage l'infrastructure. En fait, on se met au niveau du plus strict. Donc si les SLS sont les plus stricts et si la sécurité est la plus stricte, tout le monde va devoir fonctionner de cette manière-là. Et c'est souvent problématique pour des cas d'usage assez simples avec des données simples où finalement on est un peu bloqué. Et ça résout, enfin ce que tu me dis c'est que ça résout. Exactement, ça apporte des solutions qu'on doit concevoir, qu'on doit prendre en considération ces besoins-là. Et bien sûr, le cloud avec le panel de services PaaS qu'il propose nous permettra de construire, c'est comme si je suis en train de faire du Lego, je construis la plateforme qui répond à mes exigences et mes besoins comme moi je le vois et dans une optique d'optimisation de coûts et d'optimisation d'aspects opérationnels. Il ne faut pas oublier aussi un aspect très important et qui est coûteux quand on est dans des architectures on-premise, c'est ce qu'on appelle les conformités. Est-ce que ma plateforme elle doit être conforme par rapport à une norme ou bien à un standard? Ça peut coûter cher parfois. Être par exemple compliant IPA, être compliant HDS, être compliant RGPD, être compliant ISO 27001, SOC 2, etc., etc. La majorité des fournisseurs cloud, ils ont déjà des socles techniques qui permettent qu'on puisse concevoir des solutions qui répondent à tous ces critères-là. Donc, je ne prends pas la charge d'investir d'un point de vue process, d'un point de vue, je dirais, technologie, pour que mon architecture on-premise soit conforme par rapport à ça, mais je vais concevoir une solution dans un réceptacle qui est déjà, lui, me propose ce niveau de conformité et ce niveau de, bien sûr, de sécurité. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui est plutôt un grand avantage aussi de partir vers le cloud, c'est cette notion, et dans le cadre de la conjoncture actuelle, cette notion de proximité, on cherche de développer le business avec nos partenaires, de travailler sur de l'interopérabilité entre les différents composants, je serai potentiellement plus près de mes partenaires. Ça veut dire que si demain je veux interagir avec une entreprise, on va répondre à un besoin via l'utilisation d'une composante technologique chez eux, ça sera plus simple si on est tous les deux dans le cloud. L'interopérabilité, la consommation des API, etc., ça sera plus sécurisé, plus simple à maintenir, plus simple à mettre en place. Si c'est on-premise, c'est un projet à concevoir. Donc ça, il faut qu'on le prenne en considération. Mais il y a un truc dans lequel il faut qu'on soit vigilant et il faut qu'on prenne ça en considération, c'est que il faut qu'on soit flexible. Ça veut dire que par rapport à nos cas d'usage, je peux demain être amené à construire des architectures hybrides. Une partie dans le cloud et une partie on-premise. Pour des raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté de données, par exemple. Donc ça, même si on est capable de implémenter via le Bring Your Own Key, de protéger les clés de chiffrement qu'on va utiliser au niveau des fournisseurs cloud, on est potentiellement amené dans certaines circonstances à ne pas faire sortir peut-être un jeu de données, mais pas la totalité de mes données. Pourquoi pour un jeu de données limité, je vais me priver de ce que m'offre le cloud en termes de flexibilité, en termes d'agilité, en termes de réduction de time to market. Et dans ce cas, je peux concevoir des architectures hybrides. C'est-à-dire, je peux créer des solutions qui sont à la fois un tout petit peu on-premise et un tout petit peu dans le cloud.
C'est très clair. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui en quoi le cloud est une plateforme moderne de données, justement, si on se limite au cas d'usage, big data, on va parler big data, on se retrouve toujours finalement avec les mêmes différentes étapes de transformation de la donnée ou de valorisation de la donnée. On est sur un modèle de type ELT, j'extrais mes données, je les charge dans le big data et je les transforme. Là, on a bien compris que le EL disparaissait, donc je suis dans un modèle T. Je ne suis même plus dans un modèle ETL ou ELT, je suis dans un modèle T. On a le choix. On a le choix, c'est vrai. Et donc la possibilité, c'est de se dire, voilà, je stocke mes données brutes, ou j'utilise, ou j'exploite mes données brutes, je transforme ces données, donc j'ai un espace de travail dans lequel je peux transformer ces données pour pouvoir les stocker sous format nettoyé, raffiné. Alors certains appellent des zones silver, des zones crunchy, enfin il y a plein de nominations, oui. Plein de nominations, mais globalement on est en train de se dire qu'on a normalisé nos données hétérogènes pour faire en sorte que les dates soient toutes écrites pareil, que les masses soient tous dans le système international d'unité, que la monnaie ce soit l'euro partout, enfin je passe les codes pays, etc., les données de référence. Exactement. Pour enfin aller faire l'enrichissement dont j'ai véritablement, c'est-à-dire appliquer mes règles métiers qui vont permettre de faire en sorte que ces données raffinées, voire même ces données brutes, parfois c'est pas forcément nécessaire, produisent une valeur rapidement au métier. Parce qu'encore une fois, si la donnée elle a de la valeur, si c'est le nouveau pétrole, c'est pas le nouveau pétrole de la DSI, c'est le nouveau pétrole des métiers. C'est eux qui aujourd'hui produisent de la valeur. Et c'est pour eux que cette donnée, elle doit chanter ou pour laquelle on doit la mettre en musique. Et donc à un moment ou à un autre, se focaliser sur le cas d'usage et ne pas se limiter, on va dire, dans je peux pas traiter ta donnée, je suis désolé, j'ai pas accès à cette librairie parce que c'est pas dans le on-prem et puis le mettre en place, ça va nous prendre un certain nombre de temps. J'ai pas ce problème-là. Je réfléchis tout de suite et en permanence à comment je peux valoriser cette donnée. En quoi le cas d'usage va m'apporter un retour sur investissement rapidement, avec un time to market rapide. Et dans une conjoncture actuelle, c'est clairement nécessaire de ne pas investir de trop avant d'avoir un retour sur investissement, soyons clairs. On a besoin du cash là. On a besoin du cash, c'est un peu ça. Et de la même manière, ce que va procurer le cloud, c'est un certain nombre de services transverses. Exactement. Et en fait, je rejoins un peu ce que tu dis, Benoît, et le plus important dans ce qu'on présente ici, c'est cette vision, je dirais, qui permet de répondre à, entre guillemets, n'importe quel cas d'usage par rapport à une architecture cible Big Data. Mais en plus, si tu vas concevoir cette solution dans le cloud, tu auras la possibilité d'ajuster. Ça veut dire que quel est le niveau de calcul que tu veux avoir, peut-être pour un cas d'usage, pas par rapport à un autre. Quel est le niveau de maintenance ou bien le niveau de supervision que tu vas implémenter sur une zone par rapport à une autre. C'est peut-être pas les mêmes besoins. Quelle est la modélisation ? Est-ce que tu restes sur des fichiers dont potentiellement du stockage, HDFS, etc. Ou bien tu pourras utiliser ces mêmes fichiers avec deux possibilités en termes de modélisation, en termes d'exploration, à la fois avec des outils plutôt relationnels, avec de la virtualisation de données, ou bien avec des outils orientés Big Data. Donc, on a le choix, pour créer une plateforme de données moderne, on a le choix de s'inscrire à des services. Et l'avantage, c'est que ça sera de l'allocation de services, et j'arrête quand je veux, et je paye à ma consommation. Et c'est ça, la valeur ajoutée que va nous apporter le cloud en nous permettant, via des offres à l'étagère, de choisir comment moi je vais répondre à mes cas d'usage. Et en plus, ça va m'apporter une autre, je dirais, possibilité. C'est le fait que je peux ne pas être restreint à un seul modèle architectural auquel je dois répondre par rapport à tous mes cas d'usage et parfois essayer de faire rentrer le triangle, plutôt le carré dans le cercle. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que pour un cas d'usage, je vais partir sur du modèle relationnel, pour l'autre, je vais partir sur un modèle purement Big Data dans lequel il n'y a pas de modélisation base de données. Je serai capable de répondre à ces besoins-là juste en s'inscrivant à des services spécifiques. On fait une espèce d'urbanisation au cas d'usage et non pas une urbanisation SI globale au sein de l'entreprise. Exactement. Donc ensuite, voilà, maintenant on a bien vu ensemble tous les avantages du cloud et pourquoi le PaaS répond à des avantages de coût.
Maintenant, quelle est la ROI qu'on peut atteindre? Quand on mesure une ROI sur du on-prem, on l'a dit, en fait, on cumule tous les coûts qu'on maîtrise, finalement, ce que tu disais tout à l'heure aussi, on maîtrise tous ces coûts-là, on peut les mesurer, on les compare aux gains estimés ou aux gains voulus, et on a notre ROI. Sur le cloud, il faut pouvoir toujours déterminer un certain nombre de choses pour mesurer la ROI. Il faut avoir une mesure du stockage, combien je vais devoir stocker de données, sous quel format, sous quel type, parce que certains formats existent, sont très peu chers, mais par contre, pour leur accession, c'est très long. Tout ça, il y a des compromis à avoir qui existent, qui sont proposés sur l'étagère et qui permettent justement un stockage différenciant en fonction de leur usage. Les produits utilisés. Certains produits sont plus chers que d'autres au service, mais ils sont peut-être moins complexes à maintenir et apportent plus de fonctionnalités. Donc, il y a un choix des produits à utiliser. De la même manière, il faut avoir la puissance de compute. Est-ce que je veux traiter sur du big data beaucoup ou très vite de la donnée, donc j'ai pas forcément tant que ça de données, mais par contre je veux que ce soit traité très vite parce que j'ai beaucoup de problématiques de calcul, typiquement dans des problématiques de data science. Ça va nous donner une mesure du coût, modulo une vision gain estimé du cas d'usage. Ce que le cloud va apporter en plus par rapport à, finalement c'est plus ou moins la même vision qu'on a dans du on-prem, c'est cette vision IAC. Donc l'infrastructure as code, c'est l'idée de déployer automatiquement et dans une vue un peu de DevOps, l'infrastructure et les services, et surtout de les éteindre, et donc de ne plus payer, de manière programmatique extrêmement simple. Automatisé. Ce que ça va impliquer aussi, c'est que toute cette vision d'IAC qui est très inclus dans une vision DevOps, c'est très agile, on a parlé de l'agilité de la plateforme cloud, ça va permettre en réalité de mettre en prod plus rapidement. Et la mise en prod, qui est souvent un processus complexe, long, cher, devient d'une certaine manière extrêmement simple. Moi, j'ai fait mon IAC sur ma dev, je sais exactement quel service je dois déployer, quand, avec quelle puissance, avec quelle fréquence, avec quel retour dehors, avec quelle maintenance, avec quelle sécurité. J'appuie sur un bouton et ça part en prod, en fait. J'ai plus de problématiques de vérification. Si j'ai un DevOps intégré à l'équipe de développement qui sait faire de l'IAC, en fait, à la fin du cas d'usage, une fois que le métier a validé sa valeur, ça peut partir en prod. Donc le gain, il n'est pas seulement dans le fait de pouvoir éteindre l'infrastructure, éteindre les services, diminuer le compute, en imaginant typiquement qu'on ait un problème big data qui nécessite un peu de données stream et beaucoup de données batch, qui arrive une fois par semaine. La donnée stream, elle est peu nombreuse, donc je fais peu de compute tout le long de la semaine, et puis au moment où les données, elles arrivent massivement, là, j'envoie du compute énormément pour pouvoir reprendre tout ça, et je rééteins derrière, ou je diminue derrière, et là, je diminue drastiquement mes coûts, on va dire, en termes d'utilisation ou d'exploitation de l'infrastructure et de location. En parallèle de ça, je peux le mettre en prod très facilement. Donc, je gagne sur 2 tableaux grâce à cette vision-là. Et il faut le prendre en compte dans la mesure du ROI. Exactement, Benoît. Et en plus, ça me rapporte aussi des avantages quand on parle de la réduction de temps de réparation, le mean time de repair, etc. Ça veut dire qu'en cas de détection d'un bug ou bien d'une problématique, je suis capable, par le fait que j'ai corrigé au niveau de mes spécifications fonctionnelles et spécifications techniques d'implémentation, de rapidement redéployer. Et donc ça, c'est un grand avantage. Donc clairement, quand on va faire une mesure de ROI sur le cloud, il faudra toujours prendre en compte, dans un comparatif vis-à-vis de l'on-prem, toujours prendre en compte ce facteur d'optimisation du coût. Alors, par contre, ça c'est très bien, on comprend bien l'intérêt pour quelqu'un qui choisirait ou qui aurait besoin de choisir entre de l'on-prem et du cloud. Qui partirait directement dans le cloud. Qui partirait tout de suite dans le cloud. Maintenant, quid des gens qui ont déjà investi sur du big data, qui ont potentiellement un big data en prod, ils ont une plateforme Hortonworks en prod, ils ont une dizaine de cas d'usage qui tournent très bien, correctement, etc. Ils ont investi beaucoup d'argent. Moi, je comprends bien la peur qu'il peut y avoir derrière. C'est de se dire, mais je vais devoir redévelopper tous mes cas d'usage là, parce que les services sont différents. Moi, j'ai du Spark, tu me parles de Databricks, j'ai du Kafka, tu me parles de Kinetics, en fait, pour parler de plusieurs fournisseurs.
Moi, je vais devoir tout redéployer, ça va me coûter très cher. Comment faire? Comment faire? L'avantage du cloud, c'est que ils ont bien vu que si les gens employaient du Spark et du Kafka, c'est qu'il y avait un intérêt. Et il faut pas prendre les gens de Microsoft, Amazon ou Google pour des gens un peu stupides, ce n'est pas le cas. Ils ont créé des équivalences. Alors c'est pas tout à fait la même chose, voire parfois c'est la même chose, dans le cadre typiquement de Databricks. En fait, ça inclut du Spark, c'est naturellement du Spark. Donc si j'ai employé des outils standards du big data, je m'entends, du stockage HDFS, on voit bien qu'on a du stockage différenciant et de l'utilisation idem à l'HDFS, donc pas de souci. Si j'ai employé du Kafka, je vais avoir du Kinetics sur AWS et sur Azure, c'est Event Hub qui permet effectivement de gérer comme ça le pipe de messages. Donc Stream Analytics aussi. Et Stream Analytics qui permet effectivement de traiter ce stream-là. Donc on a des équivalences qui évitent de devoir tout recoder. Dans certains cas, on a du temps pour temps et on n'a même pas à recoder, on a juste à réimplémenter et faire la recette. Dans d'autres cas, on a un petit peu d'adaptation, un petit peu d'ajustement. Mais globalement, on va retrouver les mêmes services que dans un on-prem. Alors certes, il y a un coût, mais ce coût, il n'est pas aussi puissant que le fait de devoir tout redévelopper. Généralement, on va vraiment être dans une migration applicative plutôt que dans un recodage de tout le patrimoine applicatif. Exact. Alors, sauf évidemment si vous avez décidé de partir sur des produits exotiques, du big data, on a vu des trucs qui ont complètement disparu, du Apache Phoenix ou ce genre de choses. Bon là, clairement, va falloir recoder, mais là, c'était un peu particulier. Donc, bien réussir sa migration dans le cloud. Effectivement, on a bien vu qu'on avait une capacité à reprendre le patrimoine de code, mais pour les 3 clés que nous, on a identifiées pour faire en sorte que cette migration du big data vers le cloud big data passe bien, c'est déjà être sûr de ce qu'on a. Très souvent, on voit encore, alors c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a eu des investissements assez forts sur la gouvernance de la donnée, mais ça a longtemps existé, je pense que ça existe encore, des clusters big data en production pour lesquels on n'a pas toutes les informations sur les données qui sont utilisées et tous les processus qui tournent. Donc clairement, il faut avoir une vision très claire du patrimoine de données des applicatifs parce qu'il va falloir faire un inventaire et pour chacun des applicatifs, vérifier comment on peut le change dans le cloud. Pareil, dans la plupart des cas, c'est pas tous les cas, mais dans la plupart des cas, arrêter le cluster big data qui tourne et qui envoie des données de prod, ça va être très compliqué. On va avoir besoin de faire des alimentations en Y. Très souvent, on minimise la problématique de l'alimentation en Y. C'est assez simple, je copie à gauche et puis je copie à droite et puis voilà, ça marche bien. Non, on le sait tous, pour tous ceux qui en ont fait, ça ne marche pas, surtout quand on parle de données stream ou temps réel. Sur des flux de données, ça ne fonctionne pas. Alors, si vous avez fait des architectures Kappa, typiquement avec un Kafka qui alimente votre cluster Big Data, ça va être assez simplifié puisque les deux clusters, on va dire le cloud et le on-prem, vont consommer les mêmes données. Maintenant, si vous avez fait effectivement du transfert de données point à point, là très clairement, nous ce qu'on conseille, après c'est du conseil, mais ça peut être au cas par cas, c'est de passer par des outils spécifiques qui surtout vont garantir pas seulement l'alimentation Y, mais la cohérence de la donnée dans là où elle est écrite. Il faut vérifier que si j'écris à gauche, c'est la même chose qui soit écrit à droite. Parce que sinon, on va commencer à créer de la divergence et ça peut quand même poser énormément de soucis dans des projets de migration. De la même manière, il faut suivre des méthodologies qui existent. Donc soit de redéploiement applicatif, soit des méthodologies de lift and shift qui seront explicitées ensuite. Donc clairement, on ne peut pas se départager de ces 3 clés. Donc il y a une étude au préalable de ce qui existe, réfléchir à comment je bascule ma donnée de l'un à l'autre et comment je bascule mes applicatifs de l'un à l'autre. Tout ça avec des exemples concrets qui sont clairs et nets. Effectivement, Benoît. Le choix de la méthodologie, c'est un choix qui n'est pas anodin. C'est un choix qui a un impact à la fois sur le coût du projet et même parfois sur la réussite du projet. Il faut savoir que migrer une plateforme on-premise vers une architecture dans le cloud, c'est
un choix qui doit être bien réfléchi. C'est une étude qui permettra de dire quelle méthode est la mieux adaptée à ma situation. Et tu l'as bien explicité tout à l'heure, te dire il faut que je sache qu'est-ce que j'ai. D'accord ? Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs méthodologies. Vous avez sûrement entendu parler des 4R, les 5R, etc. Donc, il y a plusieurs façons de renommer les trucs. J'essaie de les présenter ici avec un petit, je dirais, découpage sur 3 grandes majeures familles de méthodologies, à savoir la première, celle que tu viens d'évoquer, le lift and shift, ce qu'on appelle le rehosting, c'est-à-dire tout simplement, je vais prendre mon architecture existante et je vais la déployer chez un fournisseur cloud. Je prends mon architecture IaaS. Mais tu peux me dire, mais quel est l'avantage ? Je change potentiellement une architecture serveur vers une architecture IaaS. Là, on est plutôt sur une vision IaaS. Il y a quand même des avantages. L'avantage, c'est que si je suis dans le cloud, si je suis sur une architecture IaaS, je peux peut-être arrêter le soir mes environnements de développement et potentiellement mes environnements de test que j'utilise peut-être 25% sur l'année. Donc, je gagne en termes de coûts. D'accord ? Et ça, c'est dans une vision long terme. Par contre, ça peut être un point de départ. C'est-à-dire, ça peut être ma première adoption du cloud qui passe par là pour accompagner mes équipes dans le changement. Ça veut dire que je garde cette notion de on fait le même mode opératoire, on est sur les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de déployer, etc. Mais je suis dans le cloud et je vais commencer à profiter de ce que peut m'offrir le cloud et éviter potentiellement un double run si je conçois nouvelle architecture dans le cloud et je garde l'existante. Ça va me permettre aussi de réduire les risques. Je fais une migration avec bien sûr une replatformation, etc. Peut-être qu'il y a un petit souci de potentiellement un petit souci de risque applicatif. D'accord ? Et bien sûr, ça peut être valable de travailler sur des architectures complexes. Donc on démarre et ensuite on commence à adapter. Ce qui nous ramène à la deuxième catégorie, c'est-à-dire le replatforming, refactoring. Donc c'est une variante du lift and shift qui se base principalement sur le fait que je vais prendre toutes les composantes technologiques qui sont déjà disponibles, matures dans le cloud, que je peux transformer facilement et simplement, et je pars vers ces services-là en mode pass. Le reste, je reste sur de l'IaaS. Et ça me donnera le temps par la suite de le réadapter, de travailler sur des composantes technologiques qui vont, elles, me permettre de faire la conception de ma solution, mais dans le cloud, après l'avoir transmis. Là, par exemple, on peut commencer par le stockage, par les bases de données, etc. C'est quelque chose qu'on peut partir rapidement vers le PaaS et prendre les autres services qui restent sur de l'IaaS. Ça nous apporte plus de maîtrise au niveau du risque. Ça aussi nous rapporte plus d'agilité, plus de flexibilité sur ces composants-là. Et le dernier modèle, c'est plutôt le re-architect, redesign ou bien le rebuild. C'est tout simplement, je reconstruis mon architecture en me basant sur des services cloud natifs. Ça, c'est plutôt réfléchir et je peux faire que la migration de mes data dans ce cas. Ça peut être un tout petit peu plus, je dirais, compliqué. Par contre, ça nécessite une meilleure analyse initiale pour savoir est-ce qu'on serait capable d'atteindre les objectifs dans les temps impartis, oui ou non. Et bien sûr, ça passe principalement par une dépendance des produits natifs cloud des différents fournisseurs, mais il ne faut pas oublier qu'on a cette possibilité de partir sur des solutions de containerisation pour minimiser au maximum cette dépendance vers les fournisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre-là et dans le cadre de la migration vers le cloud, nous avons une démarche approuvée, qu'on a travaillé, qu'on a essayé avec pas mal de nos clients. Et en fait, cette démarche, elle se base principalement sur 3 grosses phases. C'est la préparation, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Benoît, c'est-à-dire comment je dois analyser, je dois identifier mon patrimoine applicatif, data, etc. Ça va me permettre de prendre les décisions, quelles sont les technologies sur lesquelles je vais partir, quel est le fournisseur que je vais choisir, quels sont les composants que je vais activer, je vais désactiver, de quelle façon, comment je vais sécuriser. Donc on fait une phase de préparation, une analyse de l'existant et une préparation et une architecture définie dans la cible. On passe par la suite à cette migration et modernisation. Pourquoi je dis migration et modernisation ? En fonction du modèle. Est-ce que j'ai fait un rehosting ? Je suis dans le cadre d'une migration.
Par la suite, je commence à changer. Donc, je suis en train de moderniser. Je commence à changer mes composants petit à petit, un à un. Et là, je suis soit dans le refactoring, soit dans le replatforming, etc. Pour les nouveaux cas d'usage qui arrivent, je suis dans le rebuild. Je réponds directement à mes nouveaux cas d'usage avec du cloud natif. Donc là, on est plutôt dans une phase de migration qui peut durer le cycle de vie de mon usage de la plateforme Big Data. Et finalement, il ne faut pas oublier que, et là, on n'est pas sur des phases qui sont entre guillemets séquentielles. Ça veut dire que dès que je migre, je peux déjà entamer l'optimisation de ce qui tourne tout en ayant en route l'action qui se fait sur tout ce qui est à traiter les nouveaux cas d'usage et aussi à moderniser les autres. Il ne faut pas oublier que ces 3 phases-là repose sur un accompagnement en termes de sécurité pour mieux sécuriser les plateformes, un accompagnement des équipes pour la maîtrise des composantes technologiques et précisément l'aspect opérationnel de mes services dans le cloud, et aussi à bien gérer le changement parce qu'il y a un changement au niveau de la façon de faire et de la façon d'opérer notre plateforme. C'est très clair. On va terminer cette présentation. Merci beaucoup. On va terminer cette présentation avec une très courte présentation de Data Value Consulting. Aujourd'hui, on a 6 ans d'existence. L'année dernière, la société a fait 19 millions de chiffre d'affaires, 5 filiales, 250 consultants, plus de 120 certifications, un lab innovation dans lequel est investi plus de 12% du CA, une croissance à 100% depuis sa création et 60% des projets qui sont réalisés au forfait. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le cloud représente véritablement, intervient sur toutes les composantes de data value, aussi bien le conseil, le digital, le PM, le big data ou la BI. Ça fait partie véritablement intégrante maintenant de notre ADN. Et comment on fait en sorte que cet ADN s'exprime chez nos clients ? C'est qu'on a un accompagnement complet. On commence par du conseil dans lequel on va définir une roadmap, on va essayer d'identifier des cas d'usage, faire une étude, un audit, faire un proof of value, ce qui va nous permettre de faire toute une conception architecturale, une implémentation technique, typiquement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et enfin, on a des équipes compétentes de data engineers qui vont être capables de réaliser toutes ces transformations et tout ce changement pour enfin, et surtout le plus important du point de vue du client, aller rapidement à la valorisation de la donnée, que ce soit par de la data vise, du dashboarding, de la data science, de la conduite du changement. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Benoît, c'était vraiment très 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 riche. Et il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de nous poser des questions et on reviendra vers vous avec les réponses après ce webinaire. Il ne faudra pas hésiter vraiment du tout à poser des questions, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Merci beaucoup, au revoir.